Dans votre dernière vidéo, on a eu l'occasion d'aborder la méthode dynamique et on a vu qu'elle permettait de résoudre n'importe quel problème de mécanique. Elle est bien pratique, elle est même assez géniale puisqu'on peut donc en théorie avec quelques étapes trouver n'importe quelle équation du mouvement de n'importe quel système, mais elle présente quelques désavantages qui feront que ça va pas être qui feront que au plus on va avancer dans les années, plus on va préférer d'autres méthodes. Il y en a une qu'on va aborder ici qui est donc une méthode alternative pardon, que on a décidé d'appeler la méthode énergétique. Pourquoi? Puisque cette fois-ci elle se basera non pas sur le principe fondamental de la dynamique, mais elle reposera sur un autre théorème, le théorème de l'énergie mécanique. Voilà, qui nous dit que l'énergie mécanique d'un système fermé est toujours égale à une constante. Cette méthode, en un sens, elle va être plus pratique, puisqu'on aura moins de vecteurs à manipuler. Et ça, c'est quand on sait à quel point les vecteurs peuvent être longs et fastidieux à manipuler, ça peut nous arranger beaucoup de choses. On va donc, dans cette vidéo, s'entraîner à manipuler cette méthode, qui est tout à fait équivalente à la méthode dynamique, mais qui, selon les cas, sera parfois plus simple à utiliser. On va donc reprendre notre système du pendule simple, qu'on avait utilisé pour la vidéo précédente également pour le principe fondamental de la dynamique, et on va voir que en utilisant cette fois-ci la méthode énergétique, on va retrouver les mêmes équations du mouvement. Donc l'équation du mouvement, c'est-à-dire l'évolution de l'angle θ en fonction du temps. Alors, la méthode dynamique, en quoi elle consiste? Eh bien, de la même façon que pour la méthode... Pardon, j'ai dit la méthode dynamique, je voulais dire la méthode énergétique. De la même façon que la méthode dynamique, on va d'abord chercher le repère dans lequel on travaille. Alors, ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente, c'était que le repère le plus approprié ici, c'était le repère polaire. Autrement dit, constitué des coordonnées R, le rayon qui ici est égal à L, l'angle θ, et la base polaire qui constitue des vecteurs UR comme ça, et Uθ comme ça. On se rappelle que dans la dernière vidéo, je m'étais trompé sur le sens de ce vecteur-là. Le vecteur Uθ, je l'avais dessiné comme ça au départ, mais il est bien dans ce sens-là. Voilà, donc on a trouvé le repère. Et ici, il va nous servir à quoi? Il va nous servir à trouver, non pas l'accélération, puisque avant on voulait faire F égale ma, mais ici on va plutôt se servir du repère pour déterminer l'énergie cinétique, qui va être ici notre quantité cinématique. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien pour ça, on veut se rappeler que l'énergie cinétique est égale à 1 demi de la masse fois la vitesse au carré. Donc ici finalement, ça va pas être l'accélération qu'on va chercher, contrairement à la méthode dynamique, mais plutôt la vitesse. Ça tombe bien, c'est un cran plus haut que l'accélération, donc on va avoir à dériver une fois de moins. On y va, on a donc le vecteur position OM, qu'on écrit aussi R parfois. Je le dis parce qu'on s'en servira pour l'énergie potentielle, qui est donc égale à LUR. Là aussi, on avait montré dans la vidéo précédente. Et on va dériver ça, on va trouver la vitesse. On avait dit que pour trouver la vitesse, on dérivait le vecteur opposition, autrement dit, on dérive LUR. Et ça, en appliquant la règle des dérivés produits U'V plus UV', ça nous donne L θ point Uθ. Je vous invite à regarder à nouveau la vidéo sur la cinématique et la vidéo sur la méthode dynamique si vous avez encore des difficultés à trouver ça. Ce qui est parfaitement normal puisqu'on n'a pas du tout l'habitude de manipuler des quantités comme ça qui dépendent de plusieurs variables, donc ça peut un peu nous perdre au départ. Voilà, donc là on a trouvé la vitesse qui vaut Lθ point Uθ. Ici quand on dit que l'énergie cinétique c'est égal à 1 demi fois la masse fois la vitesse au carré, ici le V qu'on a ici, il faut le comprendre comme la norme de cette vitesse. Autrement dit, il faut le comprendre comme Lθ point. Voilà. Autrement dit, ici notre énergie cinétique est égale à 1 demi fois m, avec m la masse de ce qui est accroché ici pour notre pendule, puisque c'est ce point-là dont on cherche à déterminer le mouvement. Donc on cherche l'énergie cinétique de ce point-là, donc on utilise la masse de ce point-là. Ça va être égal à 1 demi fois m, fois donc Lθ point, tout ça au carré. Donc Lθ point au carré. Et de manière plus simple, si on veut supprimer les parenthèses, on pourra dire que c'est égal à L carré, θ point carré. Voilà, on a donc trouvé l'énergie cinétique de notre point. Ça c'était donc pour la première étape, l'étape du repère, qui est donc la même que pour la méthode dynamique, sauf qu'au lieu de chercher l'accélération, on cherche l'énergie cinétique, pour utiliser le théorème de l'énergie mécanique après. L carré, θ point carré. Avec L qui est donc la longueur entre là et là, la longueur du fil, et θ qui est l'angle dont on cherche à déterminer l'équation du mouvement. On a donc réussi à trouver l'énergie cinétique de notre système. Maintenant, une étape qui est un peu plus technique, c'est de trouver son énergie potentielle. Et là, cette étape va coïncider de la même façon que celle de la méthode dynamique, c'est-à-dire qu'on va chercher les forces et les projeter
dans une base de vecteurs. Donc on y va. Qu'est-ce qu'on a comme force? Eh bien, on va avoir, de la même façon qu'avant, on va avoir le poids, qui s'écrit comme ça, et la tension, qui s'exprime comme ça. On avait dit que le poids, c'était égal, dans notre cas, à mg, facteur de cos θ UR, moins sin θ Uθ. On avait fait la projection dans la vidéo précédente, la méthode dynamique. Si vous avez envie de la revoir pour vous rappeler comment on avait trouvé ça, n'hésitez pas. Et on avait la tension qui, dans la même base de vecteurs, était égale à moins T fois UR. Voilà. Alors à quoi ça nous sert d'avoir les forces? Eh bien, l'énergie potentielle est directement reliée aux forces par sa définition. La définition de l'énergie potentielle, c'est qu'elle est égale à moins l'intégrale de F scalaire dr. Autrement dit, on fait le produit scalaire entre la somme des forces, c'est-à-dire ça plus ça, et le vecteur déplacement élémentaire. On avait R qui était en fait le vecteur OM, qu'on avait écrit tout à l'heure, et on va avoir DR qui en fait sera la version infinitésimale. Ça, c'est une partie qui est assez technique, on va y revenir juste après. Donc, on va le faire tout de suite en fait. On a donc le vecteur OM, qu'on écrit aussi R, on avait dit qu'il était égal à L UR. Et maintenant, on va chercher le vecteur dr. Donc qui en fait serait la même chose que le vecteur position, mais en version je me déplace un tout petit peu. Alors comment est-ce qu'on fait pour trouver ça? Eh bien, en fait, on peut dire que dr c'est égal à la même chose que... Donc là, ça va être la partie un petit peu technique, pour trouver combien vaut le vecteur dr pour pouvoir l'appliquer dans l'énergie potentielle ici. En fait, le vecteur dr, à quoi il est égal? Eh bien, si on décide de diviser par dt et de multiplier par dt, ça revient à la même chose. Autrement dit, on peut dire que dr c'est égal à dr sur dt fois dt. J'ai juste divisé par dt et multiplié par dt. Et en fait, dr sur dt, qu'est-ce que c'est? C'est donc la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Le vecteur position, c'est le vecteur r, autrement dit le vecteur om. Et donc, autrement dit, dr sur dt, c'est le vecteur vitesse. Donc dr, c'est en fait juste égal à v dt. Voilà. Et ça tombe bien parce que v, on le connaît. On a calculé juste avant, dans la partie repère, on avait vu que ça valait que le vecteur vitesse était égal à L θ point Uθ. Donc on dit que dr c'est égal à L θ point. Ici, je vais écrire, au lieu d'écrire θ point, je vais écrire dθ sur dt. On rappelle que quand on met un point, c'est juste un raccourci pour écrire d sur dt. Donc L θ point, dθ sur dt, fois Uθ, fois dt. Voilà, donc le dt qui était ici. Là, j'ai juste écrit dθ sur dt, puisque comme ça, on peut simplifier le dt qu'il y a ici et le dt qu'il y a ici. C'est ce qu'on va faire tout de suite, comme ça et comme ça. Et ça nous donne donc finalement que le vecteur déplacement élémentaire est égal à L dθ Uθ. Voilà, autrement dit, à chaque instant de temps infinitésimal, eh bien, on va se déplacer selon ce vecteur-là. Ça, c'est le vecteur déplacement élémentaire dr. Ok, super. Et maintenant, on a juste à effectuer ce produit scalaire. L'énergie potentielle est égale à moins l'intégrale de f scalaire dr. On va d'abord commencer par calculer f scalaire dr. On va le faire ici, on ne va plus avoir besoin de notre schéma à partir de maintenant. Là, on en arrive au point où ça va juste être des mathématiques qui vont parler. Donc, vous remarquez d'ailleurs que de manière générale, en physique, c'est toujours comme ça. D'abord, ça va être le physicien ou la physicienne qui va parler et qui va donc exprimer toutes les quantités, qui va interpréter le problème. Ensuite, on va le mettre en équation et là, ça va être la partie mathématique qui va parler. Il va falloir qu'on résolve les équations. Et à partir de là, on va replonger dans le monde réel, dans le monde de la physique, en justement interprétant ces résultats. Donc là, on est en plein cœur de la partie mathématique. On a donc le vecteur f qui est égal à ça plus ça. On a le vecteur dr qui est égal à ça. On fait juste le produit scalaire entre les deux. On va le faire ici. F scalaire dr. À quoi c'est égal? Ça va être égal donc à ça scalaire ça. On va l'écrire explicitement. Mg facteur de cos θ UR moins sin θ Uθ. Ça c'est donc pour le vecteur poids. Moins TUR. Donc là, on a additionné le poids et la tension, ça nous fait les forces. Et ça, on fait le produit scalaire entre ça et le vecteur qu'on a ici, L dθ Uθ. Voilà. Ok. Donc comment est-ce qu'on fait ce produit scalaire?
Eh bien, on rappelle que la définition d'un produit scalaire, c'est ce qu'on a vu dans notre toute première séance sur le calcul vectoriel, qui n'était pas la plus intéressante, mais qui est quand même vachement pratique. C'est que pour faire un produit scalaire, on a juste à multiplier les composantes entre elles. Pardon. Quand on a un vecteur de coordonnées x1, x2, x3 et un autre de coordonnées y1, y2, y3, le produit scalaire sera égal à x1, y1 plus x2, y2 plus x3, y3. C'est donc ce qu'on va faire ici. Ici, une façon plus simple de le voir, ça pourrait être d'écrire ces vecteurs avec la notation vecteur colonne. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait le premier vecteur, le vecteur force, sa première composante, la composante en UR serait égale à mg cos θ moins t. Première composante. Deuxième composante, ça serait la composante en uθ, ça serait moins sin θ uθ. Voilà, et la dernière composante, ça serait 0, qui est donc la composante selon le vecteur k. Ici, comme on travaille en deux dimensions, il n'y a pas de vecteur k qui apparaît ici. Voilà, et on fait ça, scalaire, ce truc-là. Donc ici, le deuxième vecteur, sa composante en r, elle est égale à 0, comme ça. Sa composante en θ, oups, d'ailleurs, excusez-moi ici, j'ai marqué moins sinus de θ fois uθ, mais attention, ici, quand on écrit la notation colonne, on écrit juste les composantes des vecteurs. Autrement dit, ici, c'est juste moins sinus θ la composante. Le uθ, ça va justement être le vecteur qui va porter cette composante. Et ici, donc, on aurait 0 pour la composante en UR, on aurait L dθ pour la composante en Uθ, et on aurait encore 0 pour la composante en K. Voilà, je vais effacer ce qu'on a ici qui ne nous sert plus. Et à partir de là, on a juste à effectuer donc le produit scalaire. On aurait très bien pu le faire avec cette notation ici, mais celle-là, elle est un petit peu plus intuitive parce qu'on a plus l'habitude de voir les vecteurs de cette façon-là lorsqu'on fait un produit scalaire. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les écrire en colonne. Et donc on dit que le produit scalaire entre les deux, ça va être égal à ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Autrement dit 0, ça fois 0, plus ça, donc moins sinus θ fois L dθ, plus 0. Donc on a que c'est égal, f scalaire dr, c'est égal à moins sinus θ fois L dθ. Voilà, ok. Alors, une remarque très importante ici, et qui nous permettra de nous affranchir de pas mal d'étapes de calcul, c'est qu'on a vu ici que toutes les composantes qui étaient selon UR, eh bien, elles n'intervenaient pas dans l'expression d'énergie potentielle, puisque maintenant, on va devoir intégrer ça en mettant un signe moins devant pour trouver l'énergie potentielle. Et donc, on n'avait absolument pas besoin des composantes qui étaient selon UR. En fait, comme elles sont perpendiculaires au déplacement qui est selon uθ, eh bien, ça veut dire qu'elles ne vont pas intervenir dans l'énergie potentielle. On dit que ce sont des forces qui ne travaillent pas. Autrement dit, on n'avait pas besoin, par exemple, d'exprimer la tension. On aurait pu juste dire la tension ne travaille pas parce qu'elle est selon UR et que UR est perpendiculaire à ça, et se permettre de ne pas l'écrire. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important et qui pourra nous servir dans les prochains problèmes. Voilà, donc on a F scalaire dr qui est égal à moins sinus θ L dθ. Et donc notre énergie potentielle, EP, ça va être égal à moins F scalaire dr, autrement dit, enfin moins l'intégrale de F scalaire dr, pardon, autrement dit, moins l'intégrale de moins sinus θ L dθ. Ok. Donc comment est-ce qu'on va calculer ça? Eh bien, on va d'abord, ici on a du moins par moins, ça va faire plus. On a le L qui est une constante, on peut le sortir de l'intégrale. Et ça va donc nous donner L fois l'intégrale de sinus θ dθ. Et ça, qu'est-ce qu'on sait? On sait que une primitive du sinus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être le moins cosinus, puisque quand on dérive cosinus, ça nous donne moins sinus. Autrement dit, l'énergie potentielle va être égale à moins L cosinus θ. Et attention, on n'oublie pas, plus une constante. Voilà. Ok, super. Donc là, on a réussi à trouver combien valait notre énergie potentielle. Il ne faut pas oublier la constante qui, dans certains cas, pourra jouer un rôle très important. Et comment est-ce qu'on va faire pour la fixer? Eh bien, en fait, normalement, on ne peut pas. Dans le sens où si on peut la fixer, mais pour ça, ça revient à il faut choisir une origine de potentiel. C'est-à-dire que l'énergie potentielle, c'est nous qui choisissons où est-ce qu'elle vaut 0. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre ça physiquement? Puisque normalement, 0 joules, c'est complètement différent de 1000 joules. Alors comment ça se fait qu'on ait le droit de choisir où est le 0? C'est parce qu'en fait, en physique, ce qui va compter, ça va pas être l'énergie, ça va être la différence d'énergie. Donc on a le droit de choisir l'origine où on veut. En général, on choisira l'origine à un endroit où la constante sera facile à manipuler. Par exemple, ce qu'on peut choisir, c'est que l'énergie potentielle au moment où θ est égal à pi sur 2, on peut choisir qu'elle est égale à 0 par exemple à ce moment-là.
Et qu'est-ce que ça voudra dire à ce moment-là? Ça voudra dire que donc l'énergie potentielle au moment où θ est égal à pi sur 2, c'est égal à moins L cosinus de pi sur 2. Cosinus de pi sur 2, combien ça fait? Ça fait 0. Ça veut dire que on a donc que moins L fois 0, donc 0. On a donc que C est égal à 0. Alors, oui, c'est ça, on a bien cosinus de pi sur 2 qui est égal à 0. C'est super, ça me permet de réviser ma trigonométrie. On a donc que la constante est égale à 0. On a ça qui vaut 0 plus C qui est égal à 0. Et donc, on a réussi à fixer que C est égal à 0. Voilà, là on dit qu'on a fait un choix d'énergie potentielle. On a choisi l'origine des potentiels. Voilà, donc finalement, on peut supprimer la constante. On peut juste dire que l'énergie potentielle est égale à moins L cosinus de θ. Voilà. Et si vous êtes attentif, vous avez remarqué quelque chose qui est très très important. C'est que, qu'est-ce que c'est? En fait, quand j'ai écrit mon énergie potentielle ici, eh bien j'ai oublié quelque chose de très important. C'était que ici, c'était pas moins sinus θ, la composante qui était ici. C'était mg fois moins sinus θ. Donc on va rajouter ça tout de suite. On a mg qui était ici. Autrement dit, notre énergie potentielle valait L fois dθ. On avait le mg qui était ici aussi. Et donc, je vais aussi la rajouter ici. Et donc finalement, on avait du mg qui était aussi ici. Voilà. Donc là, on a finalement la vraie énergie potentielle. Là, comment est-ce que je m'en suis rendu compte de l'erreur que j'avais faite? C'est parce que j'ai fait une rapide analyse dimensionnelle. L'énergie potentielle, c'est une énergie, elle doit s'exprimer en joules. Pour des joules, il faut qu'on ait une masse. Ici, il n'y avait pas de masse dans mon expression. Ça veut dire que j'avais oublié quelque chose quelque part. Ça peut arriver, on manipule manipule plein de composantes différentes. Dans ce cas-là, on panique pas et on regarde ce qu'on a pu oublier avant. Et vous verrez que progressivement, ça devient un réflexe de faire de l'analyse dimensionnelle à chaque fois qu'on tombe sur un certain résultat. On a donc notre énergie potentielle qui est égale à mg fois L fois cosinus de θ. Tout ça à un signe moins près. Voilà. Ok, super, on a notre énergie potentielle, on a notre énergie cinétique. On va effacer tout ça pour bien voir au propre tout ce qu'on a. Et à quoi ça va nous servir d'avoir l'énergie potentielle et l'énergie cinétique? C'est que maintenant on va pouvoir passer à la troisième étape. On a vu que la deuxième était donc un petit peu longue. La troisième étape, qu'est-ce que c'est? Ça va être de trouver le théorème de l'énergie, enfin ça va être d'utiliser le théorème de l'énergie mécanique. Donc, on avait que l'énergie potentielle ici, elle était égale à quoi? Elle était égale à moins mgl cosinus θ. Voilà. Et maintenant, on a juste à utiliser le théorème de l'énergie mécanique. On dit que l'énergie mécanique, autrement dit ça plus ça, c'est égal à une constante. On va l'écrire comme ça. Donc on a, troisième étape, on a donc que 1 demi m L carré θ point carré, énergie cinétique, plus l'énergie potentielle, autrement dit moins mgl cos θ, c'est égal à une constante. Voilà. Le théorème de l'énergie mécanique nous dit que dans un système qui est fermé, l'énergie se conserve. L'énergie sera toujours égale à une constante, quel que soit le temps, quel que soit l'instant auquel vous regardez. Une autre façon dont on peut écrire, c'est que l'énergie mécanique en un point A est égale à l'énergie mécanique en un point B. Voilà, mais ici, c'est pas la façon dont on va l'utiliser. Comment est-ce qu'on va faire pour trouver notre équation du mouvement à partir de là? Et bien maintenant, on va dériver ça par rapport au temps. On sait que donc, on peut dire que l'énergie mécanique se conserve au cours du temps. Autrement dit, la dérivée par rapport au temps de tout ça, c'est égal à 0, puisque la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Donc, on va prendre tout ça et on va le dériver par rapport au temps. Voilà. Et donc, ça va nous donner, à la fin, 0, puisque le membre de droite, c'était une constante. Et la dérivée d'une constante nous donne 0. Ok, donc il nous reste juste à dériver ce truc-là par rapport au temps. C'est un peu plus compliqué que les dérivés qu'on a l'habitude de faire, puisque ici, on a donc plusieurs variables dans nos fonctions. Alors là, il faut s'y prendre calmement et faire attention à toujours manipuler les bonnes variables. Donc, la dérivée de θ point carré, qu'est-ce que c'est? D sur dt, θ point carré. Et bien, comment est-ce qu'on va dériver ça? On va d'abord on va utiliser la règle des fonctions composées qu'on avait déjà utilisée lorsqu'on cherchait à déterminer la vitesse et l'accélération en coordonnées cylindriques. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On va dire qu'on va séparer entre guillemets notre dérivée en deux, et on va dire que c'était d sur dθ point de θ point carré, voilà, fois dθ point sur dt.
Ça, c'est la règle des fonctions composées. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? Au lieu d'avoir juste du d sur dt, on a incrusté en quelque sorte un d sur dθ point et un dθ point ici aussi. En fait, on voit que si jamais on les barre comme ça, eh bien on retombe sur le d sur dt. Donc ça, c'est la règle des fonctions composées. Attention parce que ce que je viens de dire tout à l'heure, juste à l'instant, c'était pas une justification rigoureuse de ce théorème, la dérivée des fonctions composées. Dites surtout pas ça à un vrai mathématicien, sinon il va s'arracher les cheveux. Donc voilà. Ça, c'est la règle des fonctions composées. Maintenant, on a donc juste à dériver la variable θ point au carré par rapport à θ point. Autrement dit, qu'est-ce que c'est la dérivée de ce truc-là? Eh bien, on sait que la dérivée d'un truc au carré, ça va juste être 2 fois ce truc. Autrement dit, on va écrire que c'est égal à θ point fois 2, 2θ point, donc ça c'est ce terme-là. On va d'ailleurs les encadrer pour que ça soit plus simple à voir. Ou plutôt les mettre entre accolades. Oula, c'était pas une accolade ça. Voilà, donc on a donc ça qui va nous donner ça. Et maintenant, dθ sur dt, comment est-ce qu'on l'écrit? Eh bien, une façon plus courte de l'écrire, c'est d'écrire que ça vaut θ point point. On rappelle que quand on fait d sur dt, c'est la même chose que de rajouter un point ici, c'est notre notation. Ok, donc ça c'était pour le θ point carré. Et maintenant, on fait exactement la même chose pour le cosinus de θ. Donc on y va. d sur dt cosinus de θ. Comment est-ce qu'on va faire cette fois-ci? Eh bien, on va utiliser encore une fois la règle des fonctions composées. On dit que c'est égal à d sur dθ de cosinus de θ. Et maintenant, on multiplie par dθ sur dt. Voilà. Alors, la dérivée de cosinus de θ, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Parfait. Donc, ce truc-là va nous donner moins sinus. On écrit donc que c'est égal à moins sinus de θ fois dθ sur dt, autrement dit, fois θ point. Voilà, on a réussi à dériver nos différentes variables. Ensuite, on a tout le reste. Je me suis permis de considérer juste cette variable-là, le θ point carré, et le cos θ ici, puisque tout le reste, c'est des constantes. M, G et L sont toutes les trois des constantes. Donc, celles-là, lorsqu'on va dériver, elles vont rester, puisque c'est des constantes qu'on met en multiplication. Ok, donc finalement, l'équation qu'on avait ici, comment est-ce qu'elle va s'écrire? Elle va s'écrire de cette façon-là. La dérivée de tout ça, ça va nous donner donc 1 demi fois ml carré fois la dérivée de ce truc-là, autrement dit fois 2θ point, θ point, point. On va avoir du 2 fois 1 demi, donc on va pouvoir supprimer ces deux facteurs-là. Et ça nous donne ml carré, θ point carré. Pardon, excusez-moi, justement. On enlève le θ point carré, puisque c'était ça, puisqu'on était passé à la dérivation. Donc ça nous fait ml carré fois θ point, point, point. Le 2 qui était ici était parti pour annuler le 1 demi qui était là. Voilà. Maintenant, on dérive ce truc-là. On dérive donc cosinus de θ qui va devenir moins sinus de θ fois θ point. Et donc, ça nous fait plus mgl. Le plus qui vient du fait qu'ici, on avait du moins et aussi du moins. Plus mgl, sinus θ, θ point. Donc là, c'est bien sinus de θ fois θ point. C'est pas sinus de, entre parenthèses, θ point. La convention qu'on utilise pour alléger les écritures, c'est que si on écrit juste sinus et qu'on ne met pas la parenthèse, ça veut dire que seul le premier terme va compter comme l'angle. Donc sinus de θ point, et ça c'est égal à quoi? C'est égal à 0. Ok, super. On voit qu'on peut simplifier par pas mal de choses. D'abord, on va juste effacer les parties du tableau qui ne nous servent plus. Ici et ici. Donc là, on est tombé sur notre équation du mouvement. Et pour voir que c'est exactement la même forme que celle qu'on avait trouvée dans la méthode dynamique, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va diviser par m de chaque côté, comme ça. On va diviser, ici on a du L carré, ici on a du L, autrement dit on peut simplifier, on peut enlever L ici, on peut enlever le L carré ici. On peut enlever un des L du L carré qui est ici. Et on a fois θ point et fois θ point, on peut donc supprimer le θ point qui est ici et le θ point qui est ici. Et ça nous donne que L θ point point plus G sinus θ est égal à 0. Et maintenant, ce qu'on avait dit, c'est que pour le mettre sous une forme qu'on a l'habitude de voir dans les équations différentielles, eh bien, on allait juste, encore une fois, simplifier par m. Et ça nous donne donc θ point point plus g sur l sinus θ, pardon, est égal à 0. Et là, on est content parce que c'est exactement la forme qu'on avait trouvée pour la méthode dynamique. Et donc ça, c'est assez génial. Ça nous rassure aussi, ça montre que tous les théorèmes physiques qu'on a utilisés sont équivalents. Voilà. On peut arrêter la vidéo ici, puisque finalement on a accompli notre objectif, c'est-à-dire utiliser la méthode énergétique, donc une méthode alternative pour trouver nos équations du mouvement.
Pour les personnes que ça intéresse, on va maintenant expliquer rapidement en quoi cette méthode peut être plus intéressante que la méthode dynamique. Donc déjà, d'un point de vue calculatoire, même si elle a l'inconvénient que l'énergie potentielle est un petit peu plus difficile à calculer, elle a le grand avantage que, à la fin, on ne se retrouve plus avec une équation vectorielle, mais avec une équation scalaire. Autrement dit, on a l'énergie mécanique est égale à une constante. C'est un scalaire, un nombre est égal à un autre nombre. Contrairement au PFD où ça nous donnait un vecteur est égal à un autre vecteur. C'est donc plus pratique à manipuler. Au fil des... On a autre chose qui est important, c'est que on n'avait pas à écrire la tension nécessairement. Ici, on l'a écrite à titre d'exemple pour bien montrer que la contribution de la tension dans l'énergie potentielle valait 0. Mais en principe, on n'a pas besoin d'écrire puisque c'est une force qui ne travaille pas. Donc, ça nous permet, la méthode énergétique nous permet de nous affranchir de certaines quantités qui ne nous serviront pas dans les équations à la fin. Puisque nous, c'est pas la tension dont on cherche la valeur, on cherche la valeur de l'angle θ en fonction du temps. Et pour ça, il faudrait donc résoudre cette équation différentielle. Quelque chose qui sort du cadre de notre programme, et que vous verrez dans les années suivantes si vous continuez à vous spécialiser en mécanique, c'est que si jamais on considère des systèmes qui sont plus extrêmes, au niveau de la taille par exemple, eh bien la notion de force pourra ne plus avoir de sens. Par exemple en mécanique quantique, on ne pourra plus parler de force. En fait la force, c'est juste qu'un objet qui a été inventé par l'esprit humain pour finalement modéliser ce qu'on voyait, mais ça n'a pas vraiment de réalité physique. Et donc si on travaille en mécanique quantique, eh bien, les forces ne vont pas avoir de sens. On ne pourra pas utiliser de PFD en mécanique quantique. On utilisera en fait ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger. Et dans ce cas-là, un formalisme basé sur la mécanique, un formalisme basé sur l'énergie, qu'on appelle le formalisme hamiltonien, sera beaucoup plus pratique pour travailler dans ce cas-là. Et de manière générale, même pour la mécanique classique qui est plus avancée, eh bien on utilisera ce qu'on appelle la mécanique lagrangienne, qui va cette fois-ci se baser sur les énergies et non pas sur les forces. En fait, elle se base sur ce qu'on appelle les équations de Lagrange, qui sont donc les équations fondamentales de la mécanique et qui sont plus pratiques à utiliser de plein de façons différentes que le principe fondamental de la dynamique. Voilà, ça c'est les pots d'ouverture qu'on peut faire par rapport à tout ce qu'on peut faire au niveau des énergies, qui sont des quantités qui sont beaucoup plus fondamentales en fait que les forces et les vecteurs.